public, enfin, là où il est titulaire, tout en conservant finalement après le bénéfice de son contrat pour lequel il est détaché. Ça fait partie des raisons, à mon sens, pour lesquelles c'est inscrit à l'article 72 et que les fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels ne peuvent pas bénéficier de la rupture conventionnelle. Cette possibilité de rupture conventionnelle, elle va être limitée dans le temps parce que l'article 72 de la loi prévoit expressément que la rupture conventionnelle et les ruptures conventionnelles qui pourraient éventuellement être conclues ne sont applicables que du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Alors, est-ce qu'il y aura éventuellement une prolongation de ce dispositif à l'avenir? Sans doute. Mais pour l'instant, on en est à une période de 5 ans pendant laquelle une rupture conventionnelle peut être conclue avec les agents. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet et la procédure qui va devoir être respectée pour convenir d'une rupture conventionnelle avec un agent. Comme c'est un commun accord, l'initiative peut être soit de l'agent, soit de l'autorité territoriale. Ça, c'est le décret du 31 décembre 2019 et l'article 2 qui vient vous prévoir que c'est l'administration qui peut proposer ou l'agent qui peut proposer une rupture conventionnelle. Cette demande doit évidemment intervenir par écrit, par un courrier recommandé avec accusé-réception ou évidemment remis en main propre contre signature. Et alors, précision utile ou pas, je ne sais pas, mais le décret vient vous dire que lorsque la demande émane de l'agent, il peut au choix soit l'adresser au service des ressources humaines, soit directement à l'autorité de nomination. Après, voilà, je ne suis pas sûre que ça soit très utile comme précision parce que l'agent peut l'envoyer finalement à n'importe qui, entre guillemets, au sein du service. Et évidemment, si la personne qui reçoit la demande ne s'estime pas compétente pour traiter la demande, elle la transfère, il y a une obligation de transmission à l'autorité compétente. Donc, mais bon, en tout cas, le décret prévoit que l'agent a le choix du destinataire de sa demande de rupture conventionnelle. Après cette demande, il doit y avoir un entretien qui, à mon sens, est obligatoire, même si vous savez déjà, par exemple, que vous refuserez la rupture conventionnelle. En effet, le décret est relativement clair. Il vous dit exactement, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée, au moins 10 jours francs et au plus 1 mois après la réception de la demande. Donc, dès que vous recevez la demande d'un agent, vous devez faire un entretien, quand bien même vous savez déjà que vous allez refuser la rupture conventionnelle. Cet entretien doit se dérouler au moins 10 jours francs après la réception de la demande. Donc 10 jours francs, ça veut dire que vous ne comptez pas, pour rappel, vous ne comptez pas le jour où vous recevez la demande et le jour au terme duquel le délai s'achève. Donc il faut bien qu'il y ait 10 jours qui séparent la date de réception et la date de l'entretien. Il est évidemment conduit par l'autorité hiérarchique, l'autorité territoriale ou l'autorité de nomination, et il peut y avoir évidemment plusieurs entretiens, parce que l'entretien va devoir porter sur les motifs de la demande, qu'est-ce qui pousse l'agent ou l'administration, quand c'est à son initiative, à proposer une rupture conventionnelle. Par exemple, nous, on accompagne un agent où c'était parce qu'il veut se reconvertir professionnellement. Voilà, donc ça, c'est les motifs de la demande. Il ne veut plus être agent public parce qu'il a un projet professionnel différent et qu'il veut cesser d'être agent public. L'entretien porte également, ça c'est l'article 4 qui vous le dit, sur le principe de la rupture conventionnelle, donc quelles vont être toutes les étapes nécessaires à la rupture conventionnelle, les conséquences aussi de la cessation définitive de fonction qu'on verra tout à l'heure, et évidemment le montant envisagé de l'indemnité. Et donc si c'est nécessaire, plusieurs entretiens peuvent avoir lieu pour que tous les principes de la rupture conventionnelle soient clairs de part et d'autre, donc pour l'agent et pour l'administration. Lors de l'entretien, donc ça c'est l'article 3 du décret, lors de l'entretien qui va avoir lieu et des
des éventuels autres entretiens qui vont avoir lieu, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. Et donc, s'il souhaite se faire accompagner par un tel conseiller, l'agent doit en informer l'autorité compétente avant l'entretien. Petite précision sur ce qu'est une organisation syndicale représentative au sens de l'article 72 de la loi du 6 août 2019, c'est celle qui dispose d'au moins un siège au comité social territorial. Et à défaut de représentants du personnel d'organisation syndicale représentative, ça va être le conseiller syndical de son choix. Et évidemment, comme pour l'instant, on le verra ensuite avec Pauline, il n'y a pas de comité social territorial parce que ça va intervenir qu'en janvier 2023. Avant cette date, la représentativité des organisations syndicales va s'apprécier en fonction des résultats obtenus aux dernières élections au comité technique de la collectivité ou de l'établissement public. Une question qui a pu se poser, nous, dans un dossier, c'était, comme le décret prévoit expressément que le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller relevant d'une organisation syndicale représentative, qu'en est-il s'il vous fait la demande d'être accompagné par un avocat? Alors, juste pour rappel, c'est une petite information, l'avocat n'a pas besoin d'un texte l'autorisant à accompagner son client pour qu'il puisse intervenir. Sous-entendu, c'est pas parce que le décret prévoit pas qu'un avocat peut accompagner l'agent lors d'un entretien préalable pour la rupture conventionnelle que vous pouvez refuser la présence d'un avocat. Pour pouvoir refuser la présence de l'avocat, il faut que le texte prévoie expressément que l'avocat ne peut pas être présent, ce qui n'arrive jamais. À ma connaissance, il n'y a pas un texte qui refuse expressément la présence d'un avocat à telle ou telle procédure ou tel entretien. Donc là, si lors de l'entretien préalable, le fonctionnaire veut se faire assister par son avocat, vous n'êtes pas en mesure de refuser. Le conseiller du fonctionnaire, en tout cas, si c'est un représentant du personnel, est tenu évidemment à une obligation de confidentialité à l'égard des informations auxquelles il aurait accès pendant les entretiens. Ensuite, une fois que les entretiens sont passés et que tout le monde est d'accord en fait sur les modalités de la rupture conventionnelle, eh bien, en principe, il doit y avoir la signature d'une convention. Mais ça veut dire aussi qu'au terme des entretiens, si vous n'êtes pas d'accord, parce que ça, le décret le prévoit pas expressément, mais si jamais les entretiens n'aboutissent pas à un accord, il faut quand même le formaliser. C'est-à-dire qu'il faut que par un écrit, soit le fonctionnaire, soit l'administration mentionne par écrit, de manière précise et motivée, le refus de rupture conventionnelle. En revanche, si tout se passe bien, et si les deux parties sont d'accord sur les modalités de la rupture, il faudra signer une convention qui va reprendre en fait tous les termes de la rupture conventionnelle. Donc évidemment, le montant de l'indemnité qui sera versé à l'agent et au moins la date de cessation définitive des fonctions. Et cette signature de convention devra avoir lieu au moins 15 jours francs après le dernier entretien. Vous ne pouvez pas la signer avant, parce qu'il va y avoir, en fait, c'est pour laisser le temps aux parties aussi de réfléchir aux différentes modalités et conditions qui auront été évoquées pendant l'entretien. Une fois qu'elle est signée, chaque partie reçoit évidemment un exemplaire et une copie doit être insérée dans le dossier individuel de l'agent. Et je vous ai repris là dans le PowerPoint le modèle qui est dressé par l'arrêté du 6 février 2020, le modèle de convention de rupture conventionnelle entre les deux parties lorsqu'il s'agit d'un agent titulaire. Et donc on le voit, ça reprend donc évidemment le nom, prénom, voilà, des personnes qui vont signer la convention, toute la situation individuelle de l'agent au sein de l'administration, donc son grade, son échelon, ses fonctions, son ancienneté. Ensuite, évidemment, tout le principe de la convention, toute la procédure qui a été suivie, c'est-à-dire la date de la demande de rupture conventionnelle, la date de l'entretien ou des entretiens qui ont eu lieu, si l'agent a été ou non assisté par un conseiller, et puis enfin,
les accords qui sont intervenus. Donc le montant de l'indemnité, évidemment le principe selon lequel l'agent va devoir solder ses congés annuels, ses jours de RTT, ses astreintes, enfin voilà, il faut qu'il solde toute sa situation avant de pouvoir partir. Et enfin, la date à laquelle la cessation définitive des fonctions de l'agent va intervenir. Une fois que cette signature est intervenue, que la convention a été signée, vous avez un délai de rétractation qui s'ouvre au profit des deux parties et qui va durer 15 jours francs, 15 jours francs qui commencent à courir 1 jour franc après la signature de la convention. C'est-à-dire que vous signez la convention à un instant T, vous ne comptez pas ce jour, ensuite vous avez 1 jour qui doit s'écouler, et le jour d'après, vous avez 15 jours francs qui s'ouvrent pour permettre la rétractation de l'une ou l'autre des parties. Donc ça, c'est prévu à l'article 6 du décret du 31 décembre 2019 sur la procédure. Et la rétractation, évidemment, doit intervenir par écrit, par un courrier recommandé avec accusé de réception, c'est le mieux, soit par un courrier remis en main propre. Ça permet en fait d'attester des dates à laquelle la rétractation a eu lieu, et donc pour déterminer si elle a bien eu lieu dans le délai fixé par le décret. Oula. Ensuite, sur les conséquences de la rupture conventionnelle, la première d'entre elles, évidemment, c'est la radiation des cadres. Ça veut dire que l'agent va perdre sa qualité de fonctionnaire et donc va devoir être radié des effectifs de la collectivité. Ça, c'est prévu par l'article 72. Et cet arrêté portant radiation des cadres ne peut intervenir moins d'1 jour après la fin du délai de rétractation. Donc là, ça veut dire que vous avez la signature de la convention, vous attendez 1 jour franc, ensuite vous avez de nouveau le délai de rétractation qui court sur 15 jours, et après la fin de ce délai, vous avez encore 1 jour à attendre pour pouvoir prendre votre arrêté de radiation des cadres. C'est toujours pour protéger à la fois l'administration et l'agent pour le délai de rétractation et permettre la réflexion des deux parties. Après, c'est l'arrêté qui doit intervenir, mais si je ne dis pas de bêtises, l'arrêté peut prévoir une date postérieure à la date à laquelle il intervient. Donc c'est pas l'arrêté ne doit pas être pris le jour où l'agent va cesser ses fonctions. Ça veut dire que il peut pas intervenir dans moins de 17 jours finalement après la signature de la convention, mais il peut tout à fait prévoir une date ultérieure pour la date de cessation des fonctions. Date de cessation des fonctions qui aura dû être inscrite au sein de la convention. Donc ça veut dire qu'il faut bien tout anticiper lorsque vous établissez votre convention. Il faut bien anticiper les délais, notamment le délai de rétractation, le jour franc avant le délai de rétractation, et il faut bien prendre tout ça en compte pour pouvoir mettre au sein de la convention une date de cessation de fonction qui soit cohérente avec tous les délais qui doivent être respectés pour que vous n'ayez pas une cessation de fonction qui intervienne trop tôt et pendant le délai de rétractation. Et notamment, la question s'est posée pour notre agent que nous avons suivi. Il avait donc un projet professionnel, il avait une date à laquelle sa formation de reconversion devait intervenir, et donc il a fallu particulièrement anticiper parce que lorsque vous mettez bout à bout finalement les délais entre la demande, la réception de la demande, l'entretien, si vous avez plusieurs entretiens qui sont nécessaires, et ensuite le délai de rétractation, le délai de signature de la convention, finalement vous pouvez avoir une rupture conventionnelle, une procédure de rupture conventionnelle qui va pouvoir en fait s'étaler sur plusieurs mois finalement. Donc il faut vraiment anticiper tous ces délais pour que finalement la date de cessation de fonction soit cohérente avec le projet de l'agent, mais aussi si la rupture conventionnelle est à l'initiative de l'administration, soit cohérente avec ses projets. C'est-à-dire que s'il y a des suppressions de postes ou une réorganisation de services qui vous conduisent à proposer aux agents une rupture conventionnelle, il faut particulièrement anticiper pour que finalement les deux projets se chevauchent pas et que l'un fasse obstacle à l'autre, par exemple.
Ensuite, deuxième conséquence de la rupture conventionnelle, c'est le bénéfice d'une indemnité. Effectivement, la rupture conventionnelle va conduire obligatoirement au versement à l'agent d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Et par contre, le décret est venu encadrer le montant de cette indemnité qui va pouvoir être versée à l'agent entre un minimum et un maximum. Ça veut dire que le montant de l'indemnité ne va pas pouvoir être inférieur à un certain montant qui va être calculé en fonction de l'année d'ancienneté des agents. Et donc, plus l'agent va bénéficier d'une grande ancienneté au sein de la structure, plus évidemment son indemnité va être, le montant minimum en tout cas de son indemnité va être important. Parce qu'on va être sur, c'est inscrit sur le PowerPoint, on va être sur un quart de la rémunération mensuelle brute par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, et ensuite ça va augmenter. Donc 2/5 de 10 à 15 ans, la moitié de sa rémunération mensuelle brute pour les années d'ancienneté de 15 à 20 ans, et enfin 3/5 de la rémunération quand on passe d'une ancienneté de 20 à 24 ans. Et donc ça va être le montant minimum auquel va pouvoir prétendre l'agent. Et par contre, ce montant est plafonné et il ne va pas pouvoir être supérieur à 1/12 de la rémunération brute annuelle, cette fois-ci, perçue par l'agent par année d'ancienneté. Donc en fait, vous prenez la rémunération brute annuelle et vous la divisez par 12 pour trouver finalement la rémunération mensuelle moyenne et ensuite vous le multipliez par le nombre d'années d'ancienneté dans la limite de 24 ans. Donc là, on peut se retrouver avec des montants particulièrement importants. Et entre ces deux montants, vous avez toute latitude, en fait, pour proposer un montant à l'agent. Donc, à lui, si c'est à son initiative, à lui de démontrer, peut-être par rapport à son projet, le montant dont il aurait besoin, à lui peut-être de faire valoir ses années de service, son implication, sa manière de servir pour obtenir un peu plus que le minimum, étant précisé que vous n'avez aucune obligation de proposer un montant supérieur à l'indemnité minimum. Donc je pense que ça, c'est une disposition, si je peux me permettre d'avoir un regard un peu critique, c'est une disposition qui est intéressante parce que finalement, vous avez un montant minimum, donc les agents sont assurés d'avoir ce montant minimum, donc c'est un peu protecteur, mais en même temps, quand c'est à leur initiative, la collectivité a aucun intérêt finalement à proposer une indemnité supérieure à ce montant minimum. Et donc ça peut ça pourrait inciter finalement les collectivités à ne pas faire d'efforts sur le montant minimum accordé aux agents qui sollicitent une rupture conventionnelle. La rémunération brute, quand on parle en fait sur les autres slides, quand on parle de rémunération mensuelle brute, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? C'est la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle. Donc la date d'effet de la rupture conventionnelle, vous prenez l'année précédente et en fait vous allez pouvoir déterminer la rémunération brute qui va vous servir de fondement pour calculer l'indemnité. De cette rémunération de référence sont exclus tout un tas de primes que je vous ai listées et qui sont prévues par l'article 4 du décret, et notamment les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais, l'indemnité de résidence à l'étranger, les indemnités d'enseignement ou de jury, enfin voilà, ça c'est exhaustif. Toutes ces indemnités ne doivent pas être prises en compte dans la rémunération de référence pour déterminer l'indemnité. On s'est interrogé, nous, au cabinet, sur un dossier où on avait un agent qui nous a sollicité, auquel on voulait proposer, en tant que conseil de l'administration, une rupture conventionnelle, sauf que cet agent a été placé en disponibilité d'office depuis 4 ans. Donc, il y avait une difficulté parce que pendant 4 ans, comme il était en disponibilité d'office, il n'avait pas... sa rémunération de référence était très limitée. Et donc, on se demandait comment faire en fait avec des agents qui sont placés quand dans l'année précédant la date éventuelle d'effet de la rupture conventionnelle, qui sont placés par exemple en congé maladie ou en disponibilité et qui ont en fait une rémunération qui est bien moindre que celle à laquelle ils peuvent prétendre en activité. Le décret ne prévoit absolument pas cette hypothèse
Donc, si on fait une lecture stricte de ce décret, ça veut dire qu'en fait, on propose une indemnité de rupture conventionnelle qui va être très faible et qui va être pas du tout attractive lorsque c'est l'administration qui propose, qui sera pas du tout attractive pour l'agent. Pour information, on a fait des recherches et vous avez en fait, si on compare avec le secteur privé, où vous avez exactement le même mécanisme de rupture conventionnelle, la Cour de cassation, elle est venue dire que effectivement, quand vous avez un agent qui est en congé maladie avant sa demande de rupture conventionnelle, eh bien, il faut vous placer pour déterminer sa rémunération brute avant son congé maladie. Donc, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte finalement le congé maladie et on va venir prendre l'année de référence, en fait, va commencer avant le congé maladie de l'agent, pour permettre en fait de se baser sur une rémunération qui va être plus élevée. Évidemment, pour l'instant, le dispositif étant particulièrement récent, nous n'avons pas de jurisprudence sur ces dispositions-là. Voilà, ça peut être un risque à prendre de la part des collectivités de proposer une indemnité qui serait basée sur la rémunération en activité de l'agent et non pas la rémunération sur l'année précédente. Donc voilà, c'est un risque à prendre qui n'est pas du tout prévu par le décret, mais sachez que voilà, ça peut peut-être être des évolutions jurisprudentielles à surveiller ou en tout cas peut-être des modifications de texte si jamais ça remonte au gouvernement. Toujours dans le calcul de cette indemnité de rupture conventionnelle, pour les agents qui vont bénéficier d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des indemnités et primes à prendre en compte pour déterminer la rémunération de référence est celui qu'ils auraient perçu s'ils n'en bénéficiaient pas. Donc là, je parle sous couvert évidemment de Pauline qui est bien meilleure que moi en régime indemnitaire, mais en fait dans le régime indemnitaire, le RIFSEP, vous avez des montants, des maximums qui sont prévus soit pour les agents qui travaillent finalement normalement en activité et ceux qui bénéficient d'un logement pour nécessité absolue de service. Et ces agents-là vont en fait bénéficier d'un régime indemnitaire qui va être diminué. Eh bien, lorsque les agents qui bénéficient d'un logement pour nécessité absolue de service sollicitent une rupture conventionnelle, vous allez devoir finalement déterminer leur rémunération de référence en prenant en compte un régime indemnitaire complet, comme s'ils n'avaient pas de logement pour nécessité absolue de service. Donc, ça va être intéressant pour ces agents-là, parce que l'indemnité, en fait, sera calculée sur une rémunération qu'ils ne perçoivent pas effectivement. Et très important également, quand on parlait d'ancienneté, elle se détermine en prenant en compte les durées de service effectifs accomplies dans les 3 fonctions publiques. Ça, c'est l'article 4 qui vous le dit. Donc, ça veut dire que c'est pas uniquement l'ancienneté au sein de la collectivité. Il va falloir prendre en compte les années de service réalisées auparavant auprès d'autres administrations et collectivités. En revanche, ça c'est la contrepartie de la rupture conventionnelle pour les agents publics, c'est que l'agent qui a bénéficié d'une rupture conventionnelle, s'il est recruté dans les 6 ans suivant la rupture par la même collectivité, donc là on parle bien de la même collectivité qui lui a octroyé une rupture conventionnelle, ou l'un des établissements publics qui lui est rattaché ou auquel elle appartient. Donc ça veut dire que un agent qui a bénéficié d'une rupture conventionnelle auprès d'une commune, s'il est recruté au sein de la même commune ou au sein, par exemple, du CCAS qui lui est rattaché ou au sein de l'intercommunalité auquel la commune est rattachée, eh bien, il va devoir rembourser le montant de l'indemnité perçue. Évidemment, comme ça peut chiffrer, le décret, l'article 72 plutôt de la loi du 6 août 2019 prévoit que ce remboursement peut s'étaler dans le temps et doit être effectif dans les 2 ans suivant le recrutement. Donc, quand vous avez bénéficié d'une rupture conventionnelle, ça ne fait pas obstacle à ce que vous reveniez en tant qu'agent public au sein de la commune, finalement, que vous avez quitté par rupture conventionnelle, mais ça signifie que vous allez devoir rembourser, évidemment, l'indemnité dont vous avez bénéficié. Et enfin, dernier avantage de la rupture conventionnelle, c'est évidemment le bénéfice des allocations chômage. En effet, l'article 72 renvoie en fait à l'article 5424.1 du Code du travail
qui prévoit le bénéfice des allocations chômage pour les agents publics. Et donc, ces dispositions-là vont être applicables aux agents qui ont bénéficié d'une rupture conventionnelle. Ça, c'est, je pense, le gros avantage de la rupture conventionnelle, c'est que le fonctionnaire, en plus de bénéficier d'une indemnité, va ensuite être indemnisé au titre de l'allocation chômage pendant, en principe, presque 2 ans. Ce qui va pouvoir l'aider, notamment, enfin, je le vois en fait, on le voit au cabinet avec l'agent qu'on accompagne, ce qui va nécessairement l'aider pour sa reconversion professionnelle, si jamais c'est le motif qui justifie la rupture conventionnelle. Et cet article, l'article 1 du décret du 16 juin 2020, donc lui qui est spécifique aux allocations chômage, renvoie pour l'application, enfin, pour les conditions d'octroi des allocations chômage aux articles 5422-20 et 5524-3 du Code du travail et par les dispositions qui sont expressément prévues par le décret du 16 juin 2020. Alors, on ne vous a pas détaillé, parce qu'on considérait que c'était quand même pas tout à fait le même sujet, on vous a pas détaillé toutes les conditions des allocations chômage, parce que je pense que vous connaissez ça. C'est exactement en fait un peu les mêmes que lorsque vous avez un agent qui bénéficie classiquement des allocations chômage après la fin de ses fonctions au sein d'une collectivité. Néanmoins, peut-être relever que l'article 1 du décret renvoie au 5422-20, qui en fait, au sein du Code du travail, vous dit que les mesures d'application des allocations chômage peuvent faire l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. Donc c'est un petit peu étonnant parce qu'en fait, ça renvoie finalement aux accords un peu négociés au sein des entreprises entre organisations syndicales et salariés, ce qui, pour l'instant, n'a pas d'équivalent au sein de la fonction publique. Mais l'article 14 de la loi du 6 août 2019 a habilité le gouvernement à prendre, notamment par ordonnance, des dispositions qui permettraient la conclusion d'accords négociés dans la fonction publique. Donc, peut-être être vigilant sur cette ordonnance qui pourrait intervenir dans les prochains mois, voir si effectivement ces accords négociés sont mis en place et si, par ces accords négociés, les organisations syndicales vont pouvoir déterminer en fait des modalités et les conditions de versement des allocations chômage aux agents publics et notamment aux agents ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle. Toutefois, cet article du Code du travail précise qu'en l'absence d'accord, donc pour l'instant dans la fonction publique, les mesures applicables sont celles qui sont prévues par les articles réglementaires du Code du travail et qui donc ont vocation à s'appliquer aux agents publics. Donc ça, là, je viens de vous détailler la rupture conventionnelle pour les agents titulaires et vous avez évidemment le pendant pour les agents contractuels. Mais pour les agents contractuels, ça va être limité aux agents qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Ça veut dire qu'on ferme la porte aux agents de la rupture conventionnelle, aux agents qui bénéficient d'un simple CDD. Et l'article 72, pour les agents contractuels, renvoyait à un décret pour les conditions et modalités. Et ce décret, c'est celui du 31 décembre 2019 qui est venu modifier le décret relatif aux agents contractuels, donc le décret du 15 février 88. Et donc, vous avez des nouveaux articles au sein de ce décret, 49 bis à 49 décies, qui viennent en fait détailler l'ensemble de la procédure de rupture conventionnelle pour les agents contractuels. Et sans surprise, les conditions et modalités de la rupture conventionnelle pour les agents contractuels sont exactement les mêmes que pour les fonctionnaires. Vous avez une demande par écrit, un ou des entretiens préalables pour évoquer les motifs, les conditions et les conséquences de la rupture conventionnelle, la signature d'une convention, le droit de rétractation et l'ensemble des délais à respecter entre la signature, entre l'entretien, la réception de la demande. Voilà, c'est exactement pareil. Pour les agents contractuels, pour ceux qui bénéficient d'un CDI, on ne peut pas convenir d'une rupture conventionnelle pendant la période d'essai. On ne peut pas non plus
convenir d'une rupture conventionnelle en cas de licenciement ou de démission. C'est-à-dire que si vous avez licencié l'agent, vous pouvez pas. Enfin, ces trois modalités sont bien distinctes et interviennent pour des motifs différents. Vous ne pouvez pas proposer une rupture conventionnelle à un agent qui pourrait bénéficier, par exemple, d'un licenciement pour inaptitude physique. De la même manière pour les agents titulaires, la rupture conventionnelle ne peut pas intervenir si l'agent contractuel a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite. Et enfin, c'est la même chose que pour les agents titulaires, c'est pas possible pour les agents qui sont détachés. J'en ai fini de vous décrire l'indemnité, enfin la rupture conventionnelle, et je voulais juste rapidement, après on passera peut-être aux questions, mais faire un petit comparatif avec l'indemnité de départ volontaire, qui, je vous le rappelle, donc qui vont en fait être les deux modalités de départ volontaire de l'agent, et pour lequel il va pouvoir bénéficier d'une indemnité. L'indemnité de départ volontaire, pour rappel, elle est prévue par le décret du 18 décembre 2009 qui institue une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale. Et donc ça ouvre la possibilité aux collectivités d'attribuer une indemnité aux agents qui ont régulièrement démissionné et qui quittent la collectivité pour des motifs bien précis. Ça, c'est l'article 1 du décret. Donc, c'est des agents, dans un premier temps, qui ont régulièrement démissionné. Donc, petit rappel sur la démission de l'agent public, c'est soit l'article 96 de la loi de 84 pour les agents titulaires, soit l'article 39 du décret du 15 février 88 pour les agents qui bénéficient d'un CDI. La démission, évidemment, elle doit être faite par écrit, avec une formulation qui marque véritablement la volonté non équivoque de cesser ses fonctions de l'agent. Donc, il ne peut pas y avoir de doute à la lecture de la lettre, il ne peut pas y avoir de doute sur sa volonté de démissionner et de quitter ses fonctions et de quitter la fonction publique. Pour rappel, une fois que cette demande a été reçue par l'autorité territoriale doit répondre dans un délai d'1 mois. Dans le délai d'1 mois suivant la réception de la demande de démission, l'autorité territoriale doit se prononcer. Et ça a son importance parce que, je vous le rappelle, pour être effective, la démission doit être acceptée. Dans la fonction publique, si l'autorité territoriale n'accepte pas la démission, l'agent, en fait, devra rester dans ses fonctions. En revanche, si l'autorité territoriale accepte la démission, celle-ci devient irrévocable. En cas de refus toujours, l'agent peut évidemment saisir l'instance paritaire, donc la commission administrative ou la commission consultative, qui va, elle, émettre un avis motivé qu'elle va transmettre à la collectivité et qui, collectivité, pourra, en fonction de cet avis ou non, revenir sur sa décision de refus de la démission. Et donc, une fois que l'agent a posé sa démission, l'autorité territoriale peut lui attribuer une indemnité de départ volontaire, mais uniquement si le poste de l'agent fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service. Donc ça, c'est l'article 2 du décret du 18 décembre 2009, et donc il faut bien voir que cet article a été modifié avec l'entrée en vigueur de la rupture conventionnelle, parce qu'effectivement, avant, l'indemnité de départ volontaire, elle pouvait être allouée à un agent en cas de restructuration du service, effectivement, mais également en cas de départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise, ou en cas de départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel. Et on voit bien que, finalement, ces deux dernières possibilités qui ouvraient en fait l'octroi d'une indemnité de départ volontaire ont été supprimées. Pourquoi? Parce que finalement, on va basculer dans le régime de la rupture conventionnelle. Et pour l'indemnité de départ volontaire, l'organe délibérant a un rôle, donc ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la rupture conventionnelle, on pourra peut-être y revenir un petit peu, mais dans le cadre de la rupture conventionnelle, l'organe délibérant ne joue finalement aucun rôle. C'est un accord entre l'autorité territoriale et son agent. Alors après, on pourrait quand même s'interroger sur, lorsque vous versez une indemnité de rupture conventionnelle de 30 ou 40 000 euros à un agent, on pourrait clairement s'interroger sur le fait qu'il faille faire valider ce montant-là par l'organe délibérant dans la mesure où il est quand même compétent en matière de budget.
et une dépense de 30 000 € en termes d'indemnité, il faut nécessairement que ça soit budgété. Donc, à mon avis, même si le décret ne le prévoit pas pour la rupture conventionnelle, il faut quand même être vigilant sur le rôle que peut jouer l'organe délibérant dans celle-ci et ne peut-être pas l'écarter totalement de cette procédure. En tout état de cause, pour l'indemnité de départ volontaire, l'organe délibérant a un rôle parce que c'est lui qui va fixer, après avis du comité technique, déjà les services, les cadres d'emploi et les grades, pas les gardes, concernés par une restructuration de service et pour lesquels une indemnité va pouvoir être attribuée. C'est lui qui va fixer finalement le cadre général dans lequel l'indemnité de départ volontaire va pouvoir être mise en œuvre. Et il va également fixer les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité qui pourra être versé aux agents, modulé évidemment en fonction de son ancienneté. Dans l'indemnité de départ volontaire également, dans ce système, le décret vient encadrer et mettre un plafond au montant de l'indemnité qui va pouvoir être versé à l'agent dans ce cadre-là. Et dans ce cas-là, c'est au maximum le double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours, encore une fois, de l'année civile précédant celle du dépôt de sa démission. Donc, là, nous, on avait fait le comparatif pour l'agent qu'on a suivi. On avait fait le comparatif et effectivement, l'indemnité de départ volontaire va pouvoir être plus élevée que l'indemnité que vous allez pouvoir proposer à l'agent au minimum dans le cadre de la rupture conventionnelle. Néanmoins, et c'est là la grosse différence, c'est qu'avec l'indemnité de départ volontaire, l'agent n'aura pas droit aux allocations chômage après. Une limite également au versement de l'indemnité, c'est pour les agents qui démissionnent et qui atteignent l'âge d'ouverture de leur droit à pension moins de 5 ans après leur démission. Eux, dans ce cas-là, ils ne peuvent pas bénéficier d'une indemnité de départ volontaire. Donc, petit comparatif avec la rupture conventionnelle, ça veut dire que ces agents-là, finalement, il faut les réorienter sur une rupture conventionnelle parce que la rupture conventionnelle, c'est uniquement ceux qui ont atteint l'âge d'ouverture de leur droit à pension qui ne peuvent pas bénéficier de la rupture conventionnelle, mais il n'y a pas de délai de 5 ans, par exemple, comme pour l'indemnité de départ volontaire. Un peu le même principe que pour l'indemnité de rupture conventionnelle. Pour l'indemnité de départ volontaire, il va y avoir un système, une obligation de remboursement si l'agent occupe un emploi dans la fonction publique dans les 5 ans suivant sa démission. Mais là, c'est beaucoup plus large, c'est-à-dire que c'est occuper un emploi dans la fonction publique, finalement, quelle qu'elle soit. Ça veut dire que l'agent qui quitte une collectivité et qui va en retrouver une après ou qui va changer de fonction publique, dans les 5 ans suivant sa démission, il va devoir rembourser le montant de l'indemnité de départ volontaire qu'il aura perçu. Alors là, il aura un délai de 3 ans pour le rembourser, mais c'est beaucoup plus large que pour la rupture conventionnelle, parce que la rupture conventionnelle, on l'a vu tout à l'heure, l'obligation de remboursement, elle ne vaut que si l'agent est recruté dans la même collectivité ou un établissement qui lui est rattaché ou auquel il est rattaché. Alors que là, l'indemnité de départ volontaire, finalement, c'est peu importe, c'est dès l'instant où il veut redevenir agent public, il va devoir rembourser son indemnité de départ volontaire. Voilà pour mon intervention. On se laisse peut-être une dizaine de minutes avant de passer à l'intervention de Pauline pour faire des questions, un échange de questions ou d'impressions, d'observations. Oui, alors merci beaucoup Julie. Donc nous avions une question de Sophie Audoin. Sophie, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Est-ce que vous avez un micro? Alors, ah oui, je vois la question, effectivement. Voilà, ou sinon, on va y répondre directement si, voilà, Sophie n'a pas de micro. Donc, sa question, c'était pour un agent en arrêt maladie ordinaire, peut-il partir de la collectivité par rupture conventionnelle sans avoir repris? Alors, Julie, je suis désolée. La vidéo. Julie, avec la vidéo, vous entendez. Voilà, vous allez être obligé de couper la vidéo. Tant pis, on va C'est ça, je recoupe la vidéo. Voilà. Donc, effectivement, à mon sens, un agent en arrêt maladie peut
bénéficier d'une rupture conventionnelle sans avoir repris. Pourquoi? Parce que les textes sur la rupture conventionnelle ne limitent pas, par exemple, aux fonctionnaires en activité ou en activité ou sans être en congé maladie. Donc tout à fait, c'est tout à fait possible de proposer à l'agent qui est en arrêt maladie ordinaire de faire une rupture conventionnelle, de même que lui peut aussi solliciter une rupture conventionnelle pendant son arrêt maladie. Donc pas d'obstacle du CMO à la rupture. Merci. Je vois que Adeline Sander aimerait prendre la parole. Est-ce que vous avez un micro, Adeline? D'accord, pas de micro. Alors, je vous invite à poser votre question sur le chat et puis je reprendrai votre question. Et pareillement pour les autres personnes, n'hésitez pas à demander la parole dans le chat. Comme vous n'êtes pas très nombreux à cliquer sur la main, lever, baisser la main pour demander la parole, j'arrive à suivre. Et dans ce cas, je vous donne la parole individuellement. Alors, Adeline nous dit, nous avons parlé de disponibilité du montant de la rupture. C'est peut-être le cas particulier des disponibilités. Oui, et vous voulez que je revienne peut-être sur ce cas-là? Je pense qu'en fait, c'est exactement la même chose que pour le congé maladie qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que la disponibilité… Eh oui, ben c'est bien ça le problème. C'est en fait, c'est que le texte ne prévoit pas… le texte est très clair, c'est-à-dire que vous devez prendre la rémunération qui précède, de l'année précédant la rupture conventionnelle. Donc, par définition, si vous êtes en disponibilité complète, si l'agent est en disponibilité complète et qu'il ne perçoit aucune rémunération, eh bien, en fait, ça fait obstacle, à mon sens, à ce que vous puissiez lui proposer une rupture conventionnelle. Sauf si vous prenez le risque de prendre en compte sa rémunération avant sa disponibilité. Mais là, clairement, c'est un risque que vous prenez parce que le texte, lui, ne fait référence qu'à l'année précédant la rupture conventionnelle. Donc, par définition, ça voudrait dire qu'un agent qui est en disponibilité ne peut plus bénéficier d'une rupture conventionnelle. Vous pouvez. Après, ça sera clairement pas… Vous pouvez donc, s'il a perçu 3 mois de traitement, considérer que c'est sa rémunération annuelle, sauf qu'en fait, vous allez être très peu attractif, à mon avis, pour l'agent. Parce que si c'est 3 mois de traitement que vous prenez en compte, rapporté à un cinquième, la moitié ou un quart en fonction de son nombre d'ancienneté, vous allez être sur des indemnités qui, à mon sens, oui. D'accord, donc vous lui avez accordé l'indemnité maximum et il a accepté. Après, voilà, ce qu'il faut, c'est tout l'intérêt des entretiens. Hein. C'est tout l'intérêt des entretiens que de pouvoir discuter ensemble avec l'agent du montant de l'ancienneté prise en compte pour bien lui expliquer. Et donc, si l'agent veut absolument partir, c'est sûr qu'il acceptera ce type de proposition. D'accord. Oui, bah, c'est intéressant. Et le comptable n'a rien dit. En même temps, l'indemnité maximum, d'accord. En même temps, vous avez tout à fait respecté le texte, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous avez une disponibilité qui est de plus longue, et que vous avez un agent qui, pendant 1 an, a rien perçu, ah, le comptable voulait une délibération? Pourquoi? Alors, je pense que ça doit être… Vous nous confirmerez? Voilà. Voilà, alors c'est ça, c'est extrêmement étonnant que le décret soit resté complètement muet, effectivement, je vous le disais tout à l'heure, sur le rôle de l'organe délibérant. Parce que si on comprend bien que la rupture conventionnelle, finalement, c'est une question de ressources humaines, donc où le maire est compétent en propre, c'est sa propre compétence de gérer ses effectifs, et donc, évidemment, de convenir d'une rupture conventionnelle. Mais évidemment, la rupture conventionnelle, comme elle implique une indemnité qui peut être conséquente,
ou même si elle n'est pas conséquente, en tout cas, elle implique un paiement de la part de la collectivité, et paiement qui doit, à mon sens, être budgété, et donc qui doit passer nécessairement par la validation du conseil, de l'organe délibérant. Alors après, est-ce que c'est une simple validation? Est-ce qu'on donne un pouvoir décisionnel à l'organe délibérant? Je ne pense pas. Mais à mon avis, vous ne pouvez pas faire l'impasse que de faire valider le montant pour que ça soit inscrit au budget et qu'effectivement le comptable puisse être peut-être rassuré par le fait que ça a été budgété. Donc oui, si nous on a un conseil à vous donner, c'est effectivement de ne pas faire sans l'organe délibérant et d'avoir une validation de celui-ci, au moins pour des raisons budgétaires. Mais sans que celui-ci se prononce sur la validation ou non du principe de la rupture conventionnelle. Ok. Alors, je vois juste une remarque sur une demande de RC de rupture conventionnelle, alors que l'agent est en arrêt maladie. Il me semble qu'il pourrait y avoir un recours ultérieur au motif de la fragilité de l'agent à ce moment. Jurisprudence du privé, surtout dans le cadre d'arrêt long. D'où l'intérêt d'avoir une décision de reprise préalable. Alors, si ça inspire un commentaire, Julie. Je pense pas, parce que justement, la procédure est faite de telle manière que vous avez une demande, certes, écrite, donc déjà qui montre la volonté de l'agent de la rupture conventionnelle, et puis après, vous avez des entretiens auxquels l'agent peut être assisté par un conseiller, un représentant syndical. Donc, à mon avis, toutes ces modalités, et puis vous avez tous les délais de rétractation. Donc, c'est une procédure qui s'inscrit dans la durée, et à mon sens, ça vient justement protéger l'agent d'une éventuelle fragilité qui le pousserait finalement à accepter des conditions moindres. Donc, je pense qu'il faut peut-être être vigilant, effectivement, quand vous avez un agent, notamment si vous savez qu'il est un peu en congé maladie pour des raisons peut-être psychologiques, d'être bien vigilant sur ça, et peut-être justement là, l'intérêt. Alors oui, effectivement, moi non plus, je n'entends plus les avocats. Donc c'est Florence Ricol qui a repris la parole. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Ok. Donc ce sont les avocats que nous n'entendons plus. Je vois que c'est leur connexion. Si on se met sur leur vignette, effectivement, ils ont perdu leur connexion. Donc j'imagine que nos deux jeunes avocates vont se reconnecter. J'en suis désolée. Du coup, j'en profite pour vous dire, je vois qu'il y a une personne qui avait demandé la parole, ah oui, qui a écrit oui sur sa vignette. En fait, sur votre vignette, si ça ne vous dérange pas, c'est de mettre plutôt votre nom, ce qui est plus commode pour donner la parole. Donc, en fait, en cliquant sur votre vignette, ça vous donne accès à votre clavier et vous mettez votre nom, prénom. Voilà, ce qui me permet, moi, de mieux partager la prise de parole, s'il vous plaît. Alors, je vois Angela de Guéret qui fait une remarque. Donc, on va attendre que le cabinet d'avocats se reconnecte pour reprendre le cours de cet échange. Alors, je ne sais pas s'ils se sont rendus compte, mais normalement, oui, qu'ils avaient perdu la connexion. Alors, c'est vrai que j'ai le nom de Monsieur Verne, mais ce matin, il n'est pas avec nous, donc j'ai son téléphone portable. Je vais voir si elle ne se reconnecte pas rapidement, je vais appeler le cabinet directement sur l'accueil. Donc, si vous voulez vous accorder quelques minutes de pause, profitez-en. Voilà, je fais en sorte de rétablir la connexion avec eux. Vous nous entendez?
excusez-nous, on a eu un petit problème technique. Alors, effectivement, je pense que vous avez perdu votre connexion. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est exactement ça, oui. Voilà, ok. Donc, c'est revenu. On l'a vu parce qu'on vous voyait en connexion perdue. Donc, on vous entend à nouveau. Tout va bien. Donc, j'avais permis aux participants de prendre quelques petites minutes de pause dans l'attente que vous vous reconnectiez. Donc, alors, il y a eu plusieurs questions pendant ce temps-là. Donc, notamment dans le chat, vous pouvez voir Angela Cruz-Silva de l'Amérique Guéré qui nous dit les textes. Alors, est-ce que, Angela, peut-être vous avez un micro si vous souhaitez poser votre question, ou si vous n'en avez pas, je vais relayer ce que vous nous avez écrit. Angela, alors, oui, je vois la question. Voilà. D'accord. Angela n'a pas de micro et vous voyez sa remarque. Très bien. Oui, c'est sur la question de la motivation. Alors, effectivement, il n'y a pas d'obligation formelle de motiver un refus de rupture conventionnelle. Néanmoins, nous, on est toujours, quand on conseille les collectivités, on conseille toujours de motiver. Pourquoi? Parce que déjà, ça vous permet peut-être d'éviter un contentieux, c'est-à-dire que si vous indiquez clairement à l'agent pourquoi vous ne voulez pas de rupture conventionnelle, ça permettra peut-être, lui, de comprendre les motifs de votre décision et donc d'être plus, de comprendre votre position et donc, de pouvoir passer à autre chose. Après, effectivement, vous n'avez pas forcément à motiver. Donc, vous pouvez répondre non, on ne veut pas après les entretiens, hein, attention, vous devez faire les entretiens. Mais après les entretiens, vous pouvez très bien envoyer une réponse négative en une phrase en disant on refuse, on ne fera pas droit à votre demande de rupture conventionnelle. Et c'est tout à fait dans votre droit parce qu'encore une fois, la rupture conventionnelle, c'est d'un commun accord. Donc, dès l'instant où il y en a une des parties qui n'est pas d'accord, ça met un terme à votre procédure. Néanmoins, moi, mon conseil, ce serait quand même d'expliquer dans le courrier pourquoi vous ne faites pas droit à sa demande de rupture conventionnelle. C'est ça, c'est exactement ça. C'est toujours conseillé de motiver. Alors après, juridiquement, vous n'êtes pas soumis à cette obligation de motivation, mais ne serait-ce que dans la relation que vous avez avec les agents, je pense que c'est important quand même d'expliquer pourquoi. Alors, j'avais une autre question, en tout cas quelqu'un qui souhaitait prendre la parole, c'est marqué oui sur la vignette, mais je pense que c'est une erreur parce que j'ai envoyé un message privé pour savoir si la personne souhaitait prendre la parole. Donc, je vous donne la parole à la personne qui l'a demandé. Et puis, je vois qu'a priori, Adeline Sander souhaitait aussi prendre la parole. Donc, la première personne des deux, je vous invite à soit allumer votre micro, l'activer à gauche du téléphone, soit poser votre question sur le chat. Alors, est-ce que Adeline Sander, peut-être qu'elle n'avait pas baissé sa main tout à l'heure alors qu'elle avait demandé à prendre la parole, auquel cas ce n'est plus… Voilà. Donc, Adeline, je faisais juste remarquer que nous parlons de l'indemnité, mais finalement, les indemnités chômage peuvent représenter un montant plus important. Donc, je pense que… Oui. Voilà. Complètement. Et je pense que ça, à mon sens, ça peut aussi être une façon de motiver le montant de l'indemnité que vous proposez à l'agent et de rester peut-être sur le montant minimum pour lui dire, écoutez, on vous propose le montant minimum parce que nous, on a fait le calcul et les indemnités chômage, pendant 2 ans, vont s'élever à telle somme. Et c'est vrai que ça permet aussi de mettre en perspective. Parce qu'à l'agent, si vous lui dites, je sais pas, nous, on avait par exemple, l'exemple de l'agent, c'était le montant minimum, c'était 11 000 euros. Bah oui, c'était 11 000 euros, sauf qu'en fait, la collectivité avait calculé et c'était presque 40 000 euros d'indemnité chômage. Donc, au final, présenté comme ça à l'agent, c'est-à-dire 10 000 euros
comme ça de sommes dont il va pouvoir disposer directement et comme il l'entend, mais c'est aussi 40 000 € d'indemnité chômage. Et donc ça, c'est pas négligeable, et je pense que ça peut faire partie des arguments à mettre en avant pour justifier les montants que vous allez proposer en indemnité de rupture conventionnelle. Parce que quand à l'agent, vous lui dites, c'est pas 10 000 € plus les indemnités de chômage, c'est 10 000 € plus 40 000 € d'indemnité chômage, et donc ça veut dire un effort de la collectivité de 50 000 €, et ben, la discussion n'est plus la même, en fait, à mon sens. Ok, merci. Alors, est-ce qu'une autre personne souhaite poser une question, prendre la parole sur ce temps d'échange? Merci de vous manifester. Et si ce n'est pas le cas, nous allons reprendre le cours de l'intervention. Donc, Thierry Gévaudan ne va pas tarder, je pense, à nous rejoindre, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, je reste avec vous pour le moment. Donc, je ne vois pas d'autres manifestations. En tout cas, les personnes qui n'ont pas de micro, n'hésitez pas à prendre la main sur le chat. Mais si nous ne voyons rien, je vous invite, peut-être Pauline, si j'ai bien compris, c'est vous qui prenez la… Voilà, parfait. Merci. Oui, bonjour. Donc oui, effectivement, maintenant, on va parler de quelque chose de totalement différent par rapport à la rupture conventionnelle. C'est la question des compétences des instances consultatives suite à aux modifications intervenues par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Alors, il y en a certaines qui ont connu de grosses modifications, d'autres qui sont un peu plus mineures. Donc la présentation de ce matin va être divisée en 4 parties. On va commencer par la commission administrative paritaire. C'est elle qui a connu le plus de modifications, notamment en termes de compétences. On évoquera ensuite la commission consultative paritaire, le comité social territorial et la petite nouveauté issue de la loi de transformation de la fonction publique sur le sort des instances en cas de fusion. Donc, la commission administrative paritaire, elle est prévue par l'article 28 de la loi du 26 janvier 84 et le principe reste la création d'une CAP pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires. Donc, aujourd'hui, le texte et le principe restent mêmes. Néanmoins, la loi de transformation de la fonction publique a permis ou permet désormais de créer une seule CAP pour plusieurs catégories hiérarchiques lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura plus trois CAP différentes, mais on aura une seule et unique CAP qui va regrouper plusieurs catégories hiérarchiques. Alors, le texte précise néanmoins que les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d'emploi et de grade. Donc, certes, c'est une CAP unique, mais les fonctionnaires qui relèvent d'une même catégorie examinent la situation des fonctionnaires qui relèvent de la même catégorie. Le texte précise aussi que la parité numérique entre les représentants du personnel et les représentants des collectivités territoriales doit être assurée. Et si nécessaire, on procède à un tirage au sort pour faire en sorte qu'il y ait autant de représentants des collectivités territoriales et de représentants du personnel, si par exemple, il y a des représentants du personnel qui ne sont pas autorisés à examiner les questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires qui ne relèvent pas de la même catégorie. Alors, toutes ces modifications elles n'ont vocation à entrer en vigueur qu'au prochain renouvellement général des instances. Donc, c'est en décembre 2022 qu'on aura les prochaines élections professionnelles, donc ça a vocation à s'appliquer dès janvier 2023. La loi de transformation de la fonction publique prévoit également la possibilité de créer des CAP communes à un EPCI, à tout ou partie de ses communes membres et aux établissements qui leur sont rattachés. Donc, ça permet de mutualiser les moyens. Donc, pareil, cette possibilité de création d'une CAP commune n'entrera en vigueur qu'au prochain renouvellement général des instances. Le point le plus important qui a fait l'objet d'une modification par la loi de transformation de la fonction publique, c'est la question des compétences de la CAP. Autrefois, et avant la loi du 6 août 2019, la CAP était quasiment compétente pour toutes les décisions individuelles qui allaient affecter la carrière d'un agent.
Aujourd'hui, on voit une nette restriction des compétences de la CAP. Alors, très certainement pour éviter l'engorgement de certaines CAP où on voit qu'il y a certains délais d'instruction des demandes qui peuvent excéder 6 mois. Et puis aussi parce qu'il faut aller plus vite, parce que quand on a des mesures de mutation, on voyait effectivement que quand on est sur des réorganisations de services où il faut aller vite, s'il faut attendre 4 mois l'avis de la CAP, ça trouble, ça freine beaucoup les évolutions dans le fonctionnement des services. Alors, il faut quand même souligner que du coup, c'est une perte aussi de garantie pour les agents, puisque la saisine de la commission administrative paritaire a toujours été vue par le juge administratif comme une garantie fondamentale et une garantie qui permettait à l'agent déjà de présenter des observations face à une mesure qui lui est imposée, et puis aux représentants syndicaux et aux représentants aussi de la collectivité, des collectivités, de contrôler les mesures individuelles prises à l'égard des agents par l'autorité hiérarchique. Donc c'est vrai que ça va permettre d'aller plus vite, mais c'est quand même une garantie qui était intéressante et importante pour les agents qui aussi qui disparaît. Donc, on vous a repris dans le tableau les mesures qui relèvent de la compétence de la commission administrative paritaire. Alors là-dessus, il faut identifier 3 types d'intervention de la CAP. Soit elle va être saisie au préalable, avant que la décision soit prise. Soit elle va être saisie après coup, une fois que la décision a été prise, alors à la demande de l'agent, parce que l'agent n'est pas d'accord avec la décision ou on veut l'avis de la CAP et avant d'engager un recours contentieux, il va saisir la CAP. Soit la CAP va être informée après coup de la décision, mais par l'administration, parce que l'administration a un devoir d'information à l'égard de la CAP. Dans ces tableaux, on vous a également repris à partir de quand, les évolutions dans le temps, quand est-ce que la commission administrative paritaire reste compétente jusqu'au 31 décembre 2020 et à compter du 1er janvier 2021. Parce que je le rappelle pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas identifié, la loi de transformation de la fonction publique donc est intervenue le 6 août 2019, mais les modifications qu'elle implique n'ont pas vocation à intervenir toutes dès l'entrée en vigueur de la loi. Elles ont vocation à entrer en vigueur au fur et à mesure dans le temps. Et notamment, il y a une première série de décisions qui sont intervenues dès le 1er janvier 2020 et d'autres qui n'auront vocation à intervenir qu'au 1er janvier 2021. Donc, s'agissant des matières qui restent de la compétence de la CAP, on peut déjà évoquer la question du refus de titularisation à l'issue du stage ou le licenciement en cours de stage, alors que ce soit pour faute disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle, ou même la prorogation de stage. Ces décisions demeurent soumises à l'avis préalable de la CAP. Donc, il n'y a pas d'évolution par rapport à ce qu'il y avait avant la loi de transformation de la fonction publique, ni pour l'année 2020, ni pour l'année 2021. Donc, aujourd'hui, et jusqu'à changement législatif prochain, la CAP reste compétente pour les mesures qui vont concerner les stagiaires, que ce soit refus de titularisation, licenciement ou prorogation de stage. De manière générale, à chaque fois qu'il va y avoir un licenciement d'un agent, la CAP restera compétente. Que ce soit un licenciement après une disponibilité, après que l'agent ait refusé 3 refus de poste, 3 postes qui lui sont proposés dans le cadre d'une réintégration, soit lorsqu'on a un licenciement pour insuffisance professionnelle. Le licenciement après refus de poste aussi dans le cadre d'une expiration de congé maladie est aussi soumis à l'avis préalable de la CAP. La commission administrative paritaire, elle reste compétente en matière disciplinaire dès lors qu'on est sur des sanctions de 2e, 3e et 4e groupe. Par contre, attention, il n'y a plus de conseil de discipline de recours. Mais la commission administrative paritaire siégeant au conseil de discipline reste compétente pour toutes les sanctions au-delà du premier groupe. Et la commission administrative compétente, la commission administrative paritaire reste compétente aussi pour les demandes de réintégration lorsque vous avez un agent qui a été privé de ses droits civiques ou qui a été frappé d'une interdiction d'un emploi public ou qui a perdu la nationalité française et qui la récupère. Vous avez aussi un avis préalable de la CAP qui est maintenu en matière syndicale lorsqu'on refuse les congés pour formation syndicale
ou les formations en matière d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. De la même façon, en matière de formation autre que syndicale, hein, formation de perfectionnement personnel, de préparation au concours, dès lors qu'on est sur un deuxième refus, la CAP devra être saisie. Alors, c'est maintenant qu'on va connaître un peu des évolutions, parce que un certain nombre de demandes sont encore soumises à l'avis préalable de la CAP jusqu'au 31 décembre 2020. Et à compter du 1er janvier 2021, elles ne seront plus soumises à l'avis de la CAP. Donc, c'est le cas en matière de renouvellement ou de non-renouvellement de contrat des travailleurs handicapés. Donc là, on reste sur une saisine de la CAP avant, jusqu'au 31 décembre 2020 et en compter du 1er janvier 2021. En revanche, pour tout ce qui est avancement d'échelon, avancement de grade, promotion interne, mise à disposition d'agents auprès d'une organisation syndicale ou refus de demande de mobilisation du compte de formation professionnelle, là, l'avis préalable de la CAP ne sera obligatoire que jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, à compter du 1er janvier 2021, vous n'aurez plus à soumettre ces décisions à l'avis préalable de la CAP. De même, en matière de cumul d'activités, en matière de refus d'octroi jusqu'au 31 décembre 2020, pardon, vous êtes tenu de saisir la CAP dès lors que vous refusez d'octroyer une autorisation de cumul d'activités, même y compris quand vous avez un avis de compatibilité. Vous êtes également tenu jusqu'au 31 décembre 2020 de saisir la CAP avant de prendre toute décision en lien avec l'article 97 de la loi du 26 janvier 84. C'est l'article qui concerne les suppressions d'emplois et le maintien en surnombre et l'éventuelle radiation des cadres après prise en charge, en vue de la prise en charge par le CNFPT ou le centre de gestion. Là, jusqu'au 31 décembre 2020, vous êtes tenu de saisir la CAP. À compter du 1er janvier 2021, vous ne serez plus tenu de saisir la CAP. On évoque maintenant la question des matières qui restent de la compétence de la CAP, mais pas automatiquement. C'est-à-dire que c'est à l'initiative de l'agent que la CAP se sera amenée à intervenir dans ces matières. C'est notamment en matière de disponibilité. Alors, peu importe le motif de disponibilité, qu'on soit sur une disponibilité à la demande de l'agent ou sur une disponibilité d'office à l'expiration de congé maladie, dès lors que vous allez prendre des décisions en lien avec cette disponibilité, que ce soit l'octroi, le renouvellement ou le refus d'octroi de renouvellement ou la réintégration ou le refus de réintégration à l'issue de ces périodes, l'agent a toujours la possibilité de demander l'avis de la CAP après la prise de la décision en lien avec cette disponibilité. Donc, on n'a pas de modification, jusqu'en 2020 et à compter de janvier 2021, on aura une saisine possible à la demande de l'agent. Alors que jusqu'à présent, on avait un avis préalable de la CAP dans la majorité des cas. En matière de temps partiel également, ou de litige qui serait alors soit pour refuser l'octroi d'un temps partiel, soit en matière d'exercice du temps de travail à temps partiel, ou même également en matière de démission ou de compte-rendu d'évaluation ou de mobilisation du compte personnel de formation, l'agent peut, avant d'envisager un recours contentieux, saisir la CAP pour qu'elle présente son avis par rapport à la décision qui a été prise par l'administration. En matière de télétravail, on a également la possibilité pour l'agent de saisir la CAP, que ce soit sur un refus de demande initiale ou un refus de renouvellement ou une interruption en cours d'autorisation, ou même en matière de demande de congé épargnée sur le CET, l'agent peut toujours solliciter la CAP. Enfin, il y a 3 matières dans lesquelles la CAP va intervenir après que la décision aura été prise, à l'initiative de l'administration qui est tenue à une obligation d'information à l'égard de la CAP. C'est en matière de transmission du compte-rendu de l'entretien professionnel. Donc la CAP doit recevoir une communication du compte-rendu de l'entretien professionnel. Mais c'est juste une information, il n'y a pas de conséquences derrière.
En cas de refus de désigner un agent pour bénéficier d'une décharge d'activité de service, quand l'organisation, les nécessités du service ne permettent pas de désigner la personne proposée par l'organisation syndicale, la CAP doit être tenue informée de ce refus. Alors, jusqu'au 31 décembre 2020, c'est-à-dire qu'à compter du 1er janvier 2021, la CAP n'aura plus, il y aura plus d'obligation d'informer la CAP de ce refus. Et en matière de refus de formation dans le cadre d'un mandat électif local pour nécessité de service, l'administration doit informer la CAP des motifs, déjà de la décision et des motifs de ce refus au cours de la séance qui suit le refus. Donc pareil, là c'est une simple communication, une information qui est donnée à la CAP. Il n'y a pas de conséquences juridiques derrière et cette obligation ne s'impose que jusqu'au 31 décembre 2020. Donc voici les modifications qui ont été apportées par la transformation de la fonction publique concernant les CAP. On va évoquer maintenant la question des commissions consultatives paritaires. Alors, pour rappel, les commissions consultatives paritaires ont été créées par la loi du 20 avril 2016, la loi de déontologie, mais elles n'ont été mises en place qu'aux dernières élections professionnelles de décembre 2018. Donc, les commissions consultatives paritaires n'existent réellement que depuis janvier 2019, même si du coup, depuis 2016, on savait qu'elles allaient être créées. C'est un décret du 23 décembre 2016 qui prévoit leur composition, leur fonctionnement et leurs compétences. Et les commissions consultatives paritaires ont vocation à intervenir pour les décisions qui concernent les agents contractuels. Donc à nouveau, on vous a fait un petit tableau des matières dans lesquelles la CCP doit être saisie préalablement à la décision. Donc, la CCP doit notamment être saisie en matière de non-renouvellement du contrat, mais uniquement si l'agent est investi d'un mandat syndical. C'est-à-dire que si on est sur du non-renouvellement de contrat d'un agent classique, il n'y a pas de saisine obligatoire de la CCP. Le licenciement pendant la période d'essai n'implique pas non plus de saisine de la CCP. En revanche, tout licenciement postérieur à la période d'essai doit être soumis au préalable à la CCP. Sauf pour les agents recrutés en qualité de DGS, un recrutement direct en qualité de DGS ou de DGA de certaines collectivités, et les recrutements de collaborateurs de cabinet. Mais en dehors de ces contrats spécifiques, tout licenciement qui interviendrait après la période d'essai doit être soumis pour avis à la CCP. En matière disciplinaire, on a aussi une compétence de la CCP, mais dès lors qu'on est sur une exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de 6 mois pour les agents en CDD ou d'un an pour les agents en CDI. Donc, on est déjà sur des sanctions assez fortes. Lorsqu'on est sur un licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, donc un licenciement pour faute, il faut également saisir la CCP, qui statue en sorte de conseil de discipline. En revanche, donc comme pour l'avertissement et le blâme, la CCP n'est pas compétente. La CCP est également compétente pour tout ce qui est licenciement pour inaptitude physique, pour les licenciements fondés sur des motifs d'organisation, de besoin du service, de transformation du besoin, ou qui seraient justifiés par les recrutements d'un fonctionnaire ou par le refus de l'agent d'une modification substantielle du contrat, parce que le rôle de la CCP ici, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de reclassement possible qui justifie le licenciement. Donc là, on a vraiment la volonté de conserver un rôle à la CCP qui est de vérifier qu'on ne met pas fin au contrat de l'agent de manière abusive et qu'on a essayé de rechercher un reclassement pour lui permettre de continuer, de poursuivre la relation de travail. Tout comme la CAP, la CCP est compétente en matière de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Elle est également compétente en matière de télétravail et en matière d'action de formation professionnelle. Les CCP doivent aussi être informés de toutes les décisions de rejet des demandes de congé pour formation syndicale. Donc là, on n'est pas sur une saisine obligatoire préalable, mais on est sur une information qui est donnée à la CCP, comme c'est le cas pour la CAP. Donc les compétences, les compétences de la CCP n'ont pas fait l'objet d'une modification flagrante avec la loi de transformation de la fonction publique. En revanche, la nouveauté qui est issue de la loi de transformation de la fonction publique, c'est que désormais,
La loi du 26 janvier 1984 prévoit que les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels sans distinction de catégorie. On en déduit de cet article qu'il n'y a plus qu'une seule CCP par catégorie d'agents contractuels. Donc, on n'a plus 3 CCP différentes pour représenter les agents de catégorie A, B et C, mais on n'a plus qu'une seule CCP. Alors, le texte ne renvoie pas à une modification par décret. Néanmoins, à notre sens aujourd'hui, il faudra envisager une modification du décret de décembre 2016 qui fixe les conditions, le fonctionnement, les compétences et le mode d'élection des CCP, parce que l'article 3 prévoit expressément qu'il y a une CCP par catégorie hiérarchique. Donc aujourd'hui, certes, la loi du 26 janvier 1984 prévoit qu'il n'y a qu'une seule CCP, mais le décret de décembre 2016 qui en prévoit qu'il y a encore une CCP par catégorie devra faire l'objet d'une modification. Concernant l'entrée en vigueur de la modification de l'article 136, il n'y a pas de précision dans la loi. En revanche, on imagine bien que ces modifications entreront en vigueur aux prochaines élections professionnelles qui auront vocation à instituer les nouvelles CCP. Alors, l'autre nouveauté phare de la loi de transformation de la fonction publique, c'est le comité social territorial. Alors, c'est une nouveauté, certes, mais à relativiser. Le comité social territorial, il est issu de la fusion du comité technique et du CHSCT. Il est désormais prévu à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984, mais attention, l'existence de comité social territorial n'a vocation à intervenir qu'à compter du prochain renouvellement des instances qui auront lieu en décembre 2022. Donc aujourd'hui, certes, dans le texte, vous voyez toujours évoquer la question du comité social territorial, mais il faut y lire comité technique ou CHSCT selon les problématiques. Alors, je vous disais que c'était la nouveauté phare, mais qu'elle devait être relativisée parce qu'effectivement, on a un certain nombre de règles qui étaient existantes et qui étaient applicables au comité technique qui ont été reprises pour la création et les compétences du comité social territorial. Donc ici, pour la création du comité social territorial, on est sur les mêmes règles qu'auparavant concernant les comités techniques. Donc la création, elle est obligatoire dès lors qu'on a une collectivité ou un établissement qui emploie au moins 50 agents. C'est également obligatoire auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant au moins 50 agents. Mais si on a un effectif global qui est inférieur à 50 agents, on peut quand même créer un comité social unique entre une collectivité territoriale et un ou plusieurs établissements publics qui est rattaché à cette collectivité, ou entre un EPCI, l'ensemble ou une partie de ses communes membres et l'ensemble ou une partie des établissements qui leur sont rattachés. Donc là, on a effectivement, comme pour la CAP, la possibilité de créer des comités socio-territoriaux communs à certaines structures au sein d'un même territoire. Les agents qui sont employés par les centres de gestion relèvent des comités socio-territoriaux créés dans ces centres de gestion. Et lorsqu'on a moins de 50 agents, on a la possibilité de créer par décision de l'organe délibérant, des comités socio-territoriaux par service ou par groupe de services lorsqu'on a la nature ou l'importance du service qui le justifie. Alors, cette notion est toujours un petit peu ambiguë et un peu difficile d'interprétation parce que c'est toujours un peu difficile d'apprécier dans quel cas l'importance ou la nature du service justifie qu'on crée un comité social territorial propre ce service ou à ce groupe de services. Le texte précise que le comité social territorial est présidé soit par l'autorité territoriale, soit par son représentant. Mais son représentant ne peut être qu'un élu local. Ça veut dire le DGS ou un directeur de la collectivité ne peut pas présider le comité social territorial. C'est forcément le maire ou le président de l'EPCI ou un de ses élus. En matière de compétences attribuées au comité social territorial, lorsqu'on les examine, on se rend compte qu'effectivement, la plupart des compétences du comité social territorial correspondent aux compétences du CT, avec aussi les compétences du CHSCT. Donc, le comité social territorial a vocation à être compétent pour traiter de toutes les questions relatives à l'organisation
à l'organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations, comme c'était le cas avant. Idem en termes d'accessibilité des services et de qualité des services rendus, en matière d'orientation stratégique sur les politiques de ressources humaines, en matière de lignes directrices, en matière d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations, en matière de politique indemnitaire et d'action sociale, ou d'aide à la protection sociale complémentaire, et en matière de protection de la santé physique et mentale, l'hygiène, la sécurité des agents dans le travail. Donc effectivement, quand on compare les compétences du comité technique et celles du CHSCT avec celles du comité social territorial, on voit bien qu'on a une fusion de ces deux organismes. Donc le comité social territorial, comme le comité technique, a vocation à être compétent notamment en matière de réorganisation de services et en matière de régime indemnitaire ou de politique sociale. Le texte est venu préciser comment on traite les questions dans ces domaines-là dans l'attente du renouvellement des instances. Et donc, la règle, c'est que les comités techniques et les CHSCT restent compétents chacun pour leur domaine, comme c'était le cas avant. Et pour les questions qui sont communes, ils peuvent se réunir conjointement pour statuer conjointement. L'avis alors se substitue à ceux qui ont été donnés par le CT ou CHSCT. En matière de comité social territorial, donc certes la loi est venue modifier et prévoir qu'ils étaient existants, mais aujourd'hui on attend encore un certain nombre de décrets qui sont prévus pour le 4e trimestre de 2020 en matière de modalités de création, les autres compétences qui pourraient être éventuellement confiées au comité social territorial, les attributions qui pourraient être confiées à la formation qu'on va voir, qui sera spécialisée en matière de protection de la santé physique et de la sécurité des agents, et en matière de crédit de temps syndical. Parce qu'effectivement, donc le comité social territorial remplace le comité technique et le CHSCT, et le texte est venu préciser que dès lors qu'on avait au moins 200 agents, la collectivité devait créer au sein du comité social territorial une formation spécialisée en matière de protection de la santé physique et mentale et de sécurité des agents dans leur travail. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus de CHSCT, puisque c'est le comité social territorial qui le remplace, mais on a une formation spécialisée en la matière, dès lors qu'on a au moins 200 agents, ou alors dès lors qu'on est un SDIS, parce que là, pour les SDIS, il n'y a pas de condition d'effectif qui est requise, ou on peut aussi créer cette formation si on a moins de 200 agents, si on a des risques professionnels particuliers qui vont justifier la création de cette formation. Pour mémoire, avant, la création du CHSCT est exigée que si dès lors qu'on avait au moins 50 agents. Ici, la création de cette formation n'est exigée que si on a au moins 200 agents. Le comité social territorial, écoutez, sa composition, les modalités de désignation de ses membres et les modalités selon lesquelles le comité social territorial rend ses avis sont identiques à celles de l'ancien comité technique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de modification notable, sauf à ce qu'elles interviennent d'ici le renouvellement des instances, ce qui est encore possible. Et de la même façon que les membres du CT et du CHSCT, les membres du comité social territorial bénéficieront de crédits de temps syndical pour exercer leur mandat et pour participer notamment aux réunions du comité social territorial. Alors, petite précision qui a été apportée par la loi de transformation de la fonction publique donc ces dispositions n'auront vocation qu'à s'appliquer qu'après le prochain renouvellement, mais elle donne d'utiles précisions sur le sort des instances en cas de fusion. Le principe, c'est que si on crée une nouvelle collectivité territoriale ou un nouvel établissement du fait de la fusion d'autres collectivités ou établissements, de nouvelles élections doivent être organisées au plus tard à l'issue d'un délai d'1 an à compter de cette création. Les petites exceptions, c'est néanmoins si on a des élections générales qui sont organisées dans ce délai pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement. Et l'autre exception, c'est si la fusion ne concerne que des collectivités ou établissements dont les comités socio-territoriaux, les CAP et le cas échéant les CCP sont placés auprès du même centre de gestion et que la collectivité qui est issue de la fusion a vocation à également avoir ces mêmes instances représenter ces agents. Donc c'est assez logique. L'idée, c'est de se dire que dès lors qu'on a les mêmes instances
rattachées au centre de gestion qui ont vocation à être compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité, on n'a pas besoin de procéder à de nouvelles élections et à l'institution de nouvelles commissions. Dans l'attente du renouvellement des instances, le texte prévoit la répartition des compétences entre les anciennes et les nouvelles instances. Dans l'attente donc de ces élections anticipées, les instances qui étaient compétentes pour les agents de la nouvelle structure sont composées à la fois des instances des anciens établissements et des anciennes collectivités qui existaient à la date de la fusion. Donc, en fait, les instances de chaque collectivité vont se réunir et siéger en formation commune dans l'attente des élections anticipées. Et lorsqu'on a des agents d'une collectivité ou d'un établissement fusionné qui dépendent de CAP et de CCP qui est rattaché à un des centres de gestion, celles-ci demeurent également compétentes. Et à défaut d'un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité ou l'établissement issu de la fusion. Et en matière de droits syndicaux, les droits syndicaux qui sont existants à la date de la fusion sont maintenus dans l'attente des élections anticipées. Donc voilà les modifications importantes qui ont été apportées par la loi de transformation de la fonction publique. On va peut-être laisser la parole aux participants s'il y a des questions sur ces règles qu'on vient de rappeler et les modifications qui ont surtout impacté la CAP et ses compétences, mais qui ont vocation à avoir des effets aussi sur le comité social territorial. Merci beaucoup, Pauline. Donc, effectivement, voilà, je ne sais pas si ça inspire autant de remarques et de questions que sur les ruptures conventionnelles, mais en tout cas, c'est le moment d'en échanger et peut-être si certaines personnes veulent revenir sur des questions qu'elles n'ont pas eues à l'esprit sur la première partie, n'hésitez pas à le faire. Il nous reste un petit peu plus de 20 minutes, donc c'est le moment de profiter des compétences de nos deux avocates. Donc, je vous donne la parole. Donc, comme nous l'avons fait tout à l'heure, je crois que beaucoup de personnes n'ont pas de micro, donc n'hésitez pas à soit poser votre question par chat, soit indiquer que vous souhaitez prendre la parole en le demandant sur le chat ou en levant la main, puisque j'arrive à suivre. Voilà. Vous n'êtes pas trop nombreux connectés ce matin. Alors, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez aussi l'indiquer parce que du coup, on ne sait pas trop si ça ne bouge pas parce qu'il n'y a pas de questions ou parce que si c'est pour une autre raison, comme un problème de… D'accord, pas de questions. Merci Adeline, pas de questions. Donc, j'ai le sentiment qu'à ce stade… voilà, merci Pauline. Pas de questions sur les instances paritaires. OK. Merci Evelyne. Est-ce que… très bien. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter du côté de Pauline ou de Julie? Non, nous, on a évoqué tous les points qu'on voulait voir avec vous. Là, on a plutôt, on laisse plutôt place aux échanges et aux éventuelles questions. D'accord. Je ne sais pas si Sophie Audouin ne voulait pas parler. Il me semble avoir vu une main levée. Voilà. Sophie, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter, un commentaire? Ou est-ce que ça avait déjà été évoqué? Non, ça doit être… Bon, OK. Alors, oui, Christelle. Donc, Christelle Philippiac, on vous donne la parole. Donc, si vous avez possibilité d'avoir un micro, vous pouvez prendre la parole, c'est tout aussi agréable. Et si ce n'est pas le cas… Alors, d'accord, vous n'avez pas de micro, mais vous souhaitez revenir sur la rupture conventionnelle. Parfait. Donc, je vous invite à écrire votre question sur le chat et puis je la porterai
à voix haute. Donc, vous êtes peut-être en train de le faire. Nous pouvons patienter quelques minutes, ça ne pose pas de problème. Donc, Christelle, nous attendons votre question. Dans l'attente, de mon côté, moi, je voulais juste vous signaler que les prochains rendez-vous avec le cabinet itinéraire avocat ont lieu demain. Il y aura une rencontre spécifique, en fait, sur le statut des enseignants artistiques qui va porter sur tout ce qui est régime d'obligation de service, temps de travail, cumul et statut des contractuels. Donc, lors d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous inscrire, mais si certaines personnes n'avaient pas eu le temps de le faire et souhaitaient encore rejoindre, c'est possible. Donc, je les invite à m'envoyer un mail directement, Florence, le prénom, .ricol, R-I-C-O-L, @cnfpt.fr, et je vous communiquerai tout ce qu'il faut pour vous connecter. Donc, c'est demain matin de 10h à midi. Et puis, nous terminerons avec le dernier rendez-vous qui va être sur la procédure de fin de détachement fonctionnel qui se réalisera le 9 juillet. Donc là, c'est encore ouvert à l'inscription. Pour le moment, il n'y a que 8 inscrits. Donc, a priori, ce sera maintenu. Mais voilà, vous pouvez encore vous inscrire et ce sera terminé sur cette première période avant l'été. Donc, Christelle a pu nous dire le temps de présence, 24 ans et en temps complet. C'est une question de Christelle sur la rupture conventionnelle. Alors, oui, alors le nombre, j'ai les décrets sous les yeux. Ah non, c'est pas celle-là. En fait, j'étais en train de regarder en même temps parce que c'est une très bonne question, effectivement. Mais en fait, on vous dit pas. En fait, le texte est muet sur le fait qu'on parle de temps complet ou de pas de temps complet. Donc, à mon sens, il faut l'entendre à temps complet. Et je pense qu'il faut, en revanche, il me semble que ça pourrait s'entendre pour ensuite rebasculer sur des agents qui sont à temps non complet ou à temps partiel. Faire un prorata en fait. Mais je pense que 24 ans, si l'agent est là depuis 24 ans, même s'il est à temps non complet, il faut multiplier par 24. Sauf que là où vous allez vous retrouver sur les indemnités, c'est que par définition, sa rémunération ne sera pas la même qu'un agent à temps complet. Donc là, vous aurez en fait, vous allez arriver à un prorata de l'indemnité par rapport au temps, à la quotité de temps de travail de l'agent. Mais en fait, je pense que l'ancienneté, l'ancienneté se détermine, peu importe la quotité de travail de l'agent. Compte tenu de la formulation du décret, en tout cas, je pense qu'on peut l'analyser comme ça. Ok, merci Julie. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit avant que nous nous quittions ? Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci Adeline. Julie et Pauline, nous allons peut-être clore la session s'il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, voilà, merci à tous pour votre écoute et pour cette formation. Et puis nous, je ne crois pas qu'on vous retrouve parce que c'est Michael qui sera au tête, voilà, des 2 prochaines formations. Donc pour nous, voilà, sur cette période-là, on en a terminé. Donc voilà, on vous souhaite un bel été à tous et à bientôt peut-être. À bientôt. D'accord, donc merci à toutes les deux. Puis je vous fais part, donc si on n'a pas l'occasion de se reparler, d'une personne qui a rejoint la formation là ce matin, qui n'avait pas eu le temps de s'inscrire, qui m'a dit que les interventions étaient très pédagogiques et très appréciées. Donc voilà, je vous fais ce retour. Merci. Nous ne nous revoyons pas tout de suite. Et bon été à vous deux.
Et juste peut-être pour répondre, parce que c'est marqué dans le chat, le support est-il possible de le recevoir? Évidemment, on vous les fait passer les 2 supports là dans la matinée ou dans la journée en tout cas. Comme ça, vous pourrez les transmettre comme d'habitude à l'ensemble des participants. Ok, merci pour cette précision. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.